Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Bonjour à tous, merci en tout cas de votre fidélité à votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde télé Tchango. Vous le savez, la situation sécuritaire à l'est du pays est toujours préoccupante. D'ailleurs, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, entre autres la suspension des accords avec le Rwanda, les accords signés avec le pays de Paul Kagame. D'ailleurs, au Nord Kivu, le gouverneur militaire aussi interdit aux commerçants l'exportation des marchandises à partir de la frontière de Bunagana. On en parle ce matin avec le professeur Florentin Mokondabonza. Il est sénateur honoraire, directeur de cabinet de feu, ancien directeur de cabinet de feu Mobutu Sese Seko. On va parler en tout cas de cette situation sécuritaire. Vous le savez, le M23 est soutenu par le Rwanda. On saura l'origine de ce M23. Les accords signés entre la RDC et le Rwanda et les mesures qui ont été prises par notre gouvernement récemment, la sous-région ou la communauté des pays de l'Est a pris quelques mesures. La principale mesure était les déploiements d'un contingent régional, l'élan de la région en conflit donc entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Est-ce la solution à ce problème d'insécurité à l'est du pays? Le professeur Mokondabonza, qui est notre invité, en tout cas, va répondre à toutes ces questions. Restez connectés. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Un bout de temps, beaucoup de gens vous ont réclamé en tout cas, j'ai eu quelques messages, je vous ai d'ailleurs fait parvenir ces messages, mais hélas, malgré vos occupations, vous avez quand même accepté de nous recevoir chez vous. La situation est préoccupante à l'est du pays. D'entrée de jeu, comment vous pouvez analyser d'abord, à première vue, cette situation ? Merci beaucoup. La situation, elle est grave. Elle est plus que préoccupante parce que le Congo, dans sa partie est, vit une guerre larvée depuis 25 ans. Et pendant 25 ans, rien n'a été fait pour pouvoir mettre définitivement fin à cette guerre. Parce que la cause de la guerre ou leurs origines remontent de bien loin. Remontent de bien loin. En fait, il faut dire que le Front patriotique rwandais a attaqué le Rwanda d'Abiyarimana en octobre 1990. Et le Front patriotique rwandais venait de l'Ouganda. Parce que tous ceux qui étaient dans le Front patriotique rwandais se trouvaient dans l'armée ougandaise de Museveni. C'est donc des militaires de l'armée ougandaise, mais d'origine rwandaise, qui ont attaqué Abiyarimana parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays et reprendre le pouvoir, reconquérir le pouvoir qu'ils ont perdu en 1959 au moment où une révolution Hutu a commencé
au Rwanda pour pouvoir se débarrasser de la monarchie Tutsi. Donc, tous ces jeunes qui sont partis du Rwanda en 1959 se sont retrouvés en Ouganda, en Tanzanie, et la plupart d'entre eux qui étaient dans ces pays-là ont donc adhéré au mouvement rebelle de Museveni. Et quand Museveni prend le pouvoir en Ouganda en janvier 1986, tous ces hommes-là se retrouvent dans son armée. Et le président du Rwanda aujourd'hui, Paul Kagame, il était le chef de renseignement militaire de l'armée ougandaise. Ah bon? Voilà ce que les gens ne savent pas. C'est une révélation, ça. Ce que les gens ne savent pas. Et donc, j'étais à côté du président Mobutu au moment où la guerre a éclaté. Et en ce moment-là déjà, alors que les relations entre le président Museveni et le président Mobutu étaient vraiment très très bonnes, parce que le président Mobutu a soutenu Museveni, a financé Museveni pendant qu'il faisait sa rébellion. Et quand Museveni arrive au pouvoir en janvier 1986, la première personnalité africaine que le président Museveni va rencontrer, c'est le président Mobutu. Et ceci se passe en janvier 1986. Ça se passe en janvier 1986. Et Mobutu demandera à Museveni, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à Goma. Et Museveni va répondre, je voudrais relancer l'agriculture. Et Mobutu dit, ok, je vais vous aider. Et le président Mobutu a fait acheter de haricots comme semences de Bukavu jusqu'à Bunia, en passant par Goma, Rutshuru, Beni, Lubero, tout ça. On a rempli 1 ou 2 avions C-130 qu'on a envoyés en Ouganda pour aider Museveni. On a racheté à Kinshasa les matériels agricoles qui étaient produits à l'usine qu'on appelait UMAZ, une usine qui était faite par les Chinois en collaboration, en coopération avec l'État zaïrois à l'époque, congolais aujourd'hui. Tout ce qui se trouvait à Chanik, tout ce qui se trouvait dans les quincailleries à Kinshasa, tout a été racheté, rempli dans un C-130 pour Kampala. Donc, ça fait que Mobutu a aidé Museveni. Mais quelques temps plus tard, j'ai assisté à la séance de travail, c'était à Bado. Il y a eu une forte discussion entre Museveni et le président Mobutu, parce que Museveni prétendait qu'il était espionné par notre ambassadeur qui se trouvait à Kampala. Et Museveni va exiger ce jour-là qu'on retire cet ambassadeur. Et en 90, le président Mobutu, je crois en janvier 90, va retirer cet ambassadeur pour entretenir de bonnes relations et a nommé un nouvel ambassadeur. Donc ça fait que déjà à partir de ces moments-là, les relations n'étaient plus bonnes avec l'Ouganda. Oui. Et quand, en octobre 90, le Front patriotique attaque le Rwanda, c'est avec le soutien de l'Ouganda. Et aussi le soutien des Occidentaux. Ça c'est connu. On sait qui les a soutenus, qui les a armés. Et donc, quand en 1994, il y a les génocides au Rwanda, après que l'avion du président Habyarimana ait été abattu, c'est en ce moment-là que Paul Kagame et le Front patriotique ont tout fait pour prendre le pouvoir, et ils ont pris le pouvoir. Et voilà ce que Kagame va faire en ce moment-là. Il va bloquer les frontières du Rwanda, du côté de l'Ouganda, du côté du Burundi, du côté de Tanzanie, pour que les Hutus qui cherchaient à fuir, qu'ils aillent tous vers le Zaïre. Voilà qui explique le fait que en 1994, nous avons reçu au Congo, entre Bukavu et Goma, plus de 2 millions de Hutus. Ça, c'était fait à dessein.
C'était pour préparer l'invasion du Congo, pour dire que les Hutus, qui sont des génocidaires, se trouvent au Congo, et donc nous devons aller les poursuivre jusque-là. Parce que sinon, ils vont venir déstabiliser notre pays. Ça s'est fait en 1994. Et c'est en 1996 que l'armée rwandaise est entrée à Goma et à Bukavu, soi-disant pour poursuivre les Hutus. Et ils les ont poursuivis jusqu'à Kinshasa. D'où la prise de pouvoir à Kinshasa. Mais en faisant passer d'autres Congolais comme étant eux qui ont fait la révolution. Ce qui était faux et archi-faux. Ah bon? L'AFDEL. Vous parlez de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est d'abord les Ougandais, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. On a mis les Kadogo. Les Kadogo n'ont pas été formés. Ce sont de jeunes gens, des enfants qu'on a mis devant les enfants soldats. Mais en réalité, c'est l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. La preuve, c'est que Kisase Ngandu, qui était l'ami de Kabila, avec qui ils ont créé l'AFDEL. Mais c'est lui qui était le commandant de l'armée de l'AFDEL. Mais seulement quelques jours après, à Goma même, entre Goma et Rutshuru, Kisase a été abattu. Et à partir de ce moment-là, les Rwandais ont pris le commandement jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. Donc, les Rwandais et les Ougandais, ils ont créé l'AFDEL pour prendre le pouvoir au Congo, parce qu'ils ont besoin des espaces du Congo, parce qu'ils ont besoin des ressources naturelles du Congo. Quand après, avec Laurent Kabila, ça ne marche pas, Laurent Kabila demande à tous les Ougandais et les Rwandais de rentrer chez eux, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a créé les RCD. Il a manipulé des Congolais qui sont entrés dans le RCD. Je ne suis pas là pour citer leur nom, mais la liste existe. Elle a été publiée dans les réseaux sociaux, elle existe. Certains sont encore là. Et ils ne sont pas morts, ils sont nombreux dans les institutions aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Et les RCD va donc faire la guerre au gouvernement de Kinshasa. Entre-temps, Kabila est tué. Et c'est son fils qui prend le pouvoir. Et son fils qui devait avoir aussi beaucoup de relations avec le Rwanda. Quand on va au dialogue intercongolais en 2002 et que l'accord global et inclusif est signé, qu'est-ce qui se passe? Dans l'accord, il est prévu d'intégrer les armées. J'ai oublié un détail que quand le Rwanda crée le RCD, l'Ouganda, lui aussi, aide à créer un mouvement, les MLC. Donc, ça veut dire qu'à travers les MLC et les RCD, l'Ouganda et le Rwanda étaient présents au Congo. Étaient présents au Congo. Et maintenant, quand on fait l'intégration, tous ces gens-là rentrent dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais... Est-ce qu'ils étaient, professeur, est-ce qu'ils étaient constitués essentiellement des Congolais? Non, je dis bien, il y avait des Congolais, il y avait des étrangers, dont des Rwandais. Donc, quand on a fait les mixages, il y avait aussi d'autres nationalités qui sont entrées dans l'armée congolaise. Que oui, l'armée le sait, les militaires le savent, les officiers savent. D'ailleurs, les gens publient à tout moment la liste des officiers, des généraux et ainsi de suite, qui ne sont pas congolais, qui sont dans l'armée. Mais quand les RCD est intégré dans les forces armées de la République démocratique du Congo, un groupe refuse. Il dit que nous, on doit rester dans l'équipe pour protéger nos populations. Ça, nous sommes en 2003. Et en 2007, ce groupe, entre 2005 ou 2006, ce groupe-là, qui n'est pas venu ici, à Kinshasa, prend un nom. C'est le CNDP. Et le CNDP est soutenu, c'est Nkunda, il est soutenu par le Rwanda. Ça, tout le monde sait. Même la communauté internationale le sait, même s'ils ne le disent pas, mais ils le savent. Plus tard, on va obliger le Congo, le gouvernement congolais, à signer un accord avec le CNDP. Et quand on signe l'accord avec le CNDP rentre totalement dans l'armée. Et le CNDP est donc déployé d'Ouvira jusque pratiquement Mahagi et Aru, toute la partie est. Et le président Joseph Kabila a accepté.
Moi, je l'ai dénoncé en 2012 au Sénat. Pourquoi on ne les déploie pas ailleurs? C'est ça justement, c'est la question. Et j'ai dénoncé en 2012. Et vous comprendrez après les massacres de Beni, d'où viennent les massacres de Beni. Qui contrôle cette région où tuer les gens? Ce sont les éléments du CNDP. Plus tard encore, un groupe se rebelle et il devient le M23. M23, ça veut dire quoi? Mouvement du 23. Or, le 23 mars, c'est signature de l'accord entre le CNDP et le gouvernement. Et aujourd'hui, la guerre ici, c'est pour obliger, encore une fois, le Congo à ouvrir son armée pour intégrer. Finalement, nous allons avoir une armée qu'avec des étrangers. Ça ne se fait nulle part au monde. Ça ne se fait nulle part au monde. Quand on a des mercenaires, à un certain moment, on paye les mercenaires et les mercenaires rentrent dans leur pays. Vous vous rappellerez que la dernière fois que nous faisions l'émission avec vous, j'avais dit que c'était une erreur que le président Tshisekedi ait signé un accord avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, c'est un pays agresseur. Et en ce moment-là, je disais qu'il y avait risque que l'Ouganda et le Rwanda, qui étaient des frères, mais qui avaient aussi entre eux leur conflit de leadership, qu'il y ait affrontement entre eux. Même s'il n'y a pas eu affrontement, mais à un certain moment, l'armée rwandaise est entrée au Congo pour ne pas subir, par exemple, des attaques des Ougandais. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un accord entre eux. Vous avez vu l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, oui. Ils ont signé. Et qui étaient les dindons de la farce? C'est notre pays, les dindons de la farce. Donc, pour attaquer Bunagana, les Rwandais sont passés par l'Ouganda. Donc l'Ouganda facilité. L'accord qui a été signé, c'était justement en prévision de ça. C'est qu'ici, à Kinshasa, on n'a pas compris. Parce que nous, en fait, on danse, on se balade, on boit et ainsi de suite. Mais, professeur, avant la réunion de Nairobi, avant cette réunion ici qui s'est tenue il y a peu, il y avait une autre réunion qui avait demandé au gouvernement congolais de négocier avec les groupes rebelles. Oui, mais on va négocier combien de fois? On a négocié avec les RCD et les MLC. On a négocié avec les CNDP. On va continuer à négocier. Mais ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que la RDC est attaquée par les groupes rebelles congolais ou ce sont les pays voisins qui nous agressent? Tout le monde sait que tous les groupes rebelles, dans ces groupes rebelles, il y a des Congolais qui sont manipulés et il y a des étrangers. Tous les pays occidentaux le savent. Tous les services de renseignement le savent. L'ONU le sait. Tout le monde le sait. Mais finalement, c'est à nous de montrer notre capacité de gérer notre pays. Ce ne sont pas les autres qui doivent venir le faire à notre place. Maintenant, avec le déploiement des armées de l'Afrique de l'Est. Avant qu'on y arrive d'abord, les décisions prises par le gouvernement, parce que le gouvernement a dit tout haut que l'M23 est soutenu par le Rwanda. Il a pris un certain nombre de mesures, entre autres suspendre les accords signés avec le Rwanda, demande comment on dit, que les troupes rwandaises rentrent chez eux. Ça, c'est une demande. Comment jugez-vous ces mesures prises par le gouvernement et une autre décision du gouvernement qui a été demandée par le président angolais de remettre les 2 soldats rwandais capturés en RDC? Comment jugez-vous toutes ces mesures-là? Bon, je crois que dans ces mesures-là, nous avons fait preuve de faiblesse. Et là, je crois que au Rwanda, le président Kagame, lui, sa stratégie,
c'est dire que talk and fight. Vous parlez, mais la guerre n'est pas finie. On négocie quand on est en position de force. Quand on est en position de faiblesse, on ne négocie pas parce qu'on est perdant. Il faut que nous puissions montrer nos muscles. Que nous montrions que nous avons aussi des biceps. Que nous avons aussi le cerveau. Que nous sommes capables de nous organiser. À partir de ce moment-là, les gens vont nous respecter. Et quand on va négocier, nous ne serons pas en position de demandeur. En position de demandeur. Quand le gouvernement dit « on suspend », ça veut dire quoi? Pendant combien de temps? Mais le gouvernement doit dire combien d'accords ont été signés entre le Congo et le Rwanda. Est-ce que le peuple le sait? Est-ce que les députés, les sénateurs le savent? Est-ce que le gouvernement le sait? Moi, je ne le sais pas. Mais j'ai appris que du temps du président Kabila, il y a un accord qui a été signé, un accord par lequel le président Kabila laissait la sécurité de la République démocratique du Congo entre les mains du Rwanda. Ça, c'est grave. Le professeur Kalele l'a dit plusieurs fois à la radio et à la télévision. Donc, je ne suis en train de ne rien inventer. Le professeur Kalele l'a dit plusieurs fois. Et le professeur Kalele, ce n'est pas un va-nu-pied. C'est un intellectuel, c'est un homme compétent, un homme expérimenté. Donc, ça veut dire que le président, notre président, le gouvernement, ils doivent s'organiser pour qu'ils réorganisent, ils restructurent notre armée, parce que notre armée a quand même montré qu'elle peut se battre. Si elle est motivée, elle peut se battre pour assurer la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Parce que finalement, madame, en 1914-18, qui ont défenestré les Allemands au Rwanda, au Burundi et au Tanganyika, qui est devenu la Tanzanie aujourd'hui? Ce sont les Congolais, non? Ils n'avaient que des officiers belges. Mais ce n'est pas les Belges qui se battaient. Ceux qui étaient au feu, ceux qui mouraient, c'était les Congolais. Ils ont désillusionné l'Allemagne en 40-45. Ce sont les Congolais qui ont battu les Italiens en Éthiopie. Alors que l'empereur Haïlé Sélassié était parti en exil, c'est grâce au travail fait par les Congolais dans la force publique que Haïlé Sélassié est revenu au pouvoir. Donc ça veut dire que nous avons des hommes, s'ils sont motivés, s'ils sont bien entraînés, ils sont capables de se battre pour leur pays. Donc c'est ce que je pense que le président de la République, comme commandant suprême des forces armées congolaises, doit faire pour que l'armée congolaise soit capable de défendre ses frontières. Parce que si elle n'est pas capable de défendre ses frontières, mais on va toujours nous imposer par des accords, on va nous faire avaler des couleuvres à tout moment. Il faudrait quand même qu'il y ait une fin. Par exemple, cette décision de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sur les déploiements de ces contingents régionaux sur les territoires congolais, pratiquement, pour, ils ont dit, pour comment maîtriser ces forces négatives qui sèment la terreur, l'insécurité à l'est du pays. Mais qu'est-ce que l'Ouganda a fait pour maîtriser, soi-disant, les ADF qui sont ougandais et les LRA? L'armée ougandaise s'était déployée dans la province orientale, au nord de la province orientale, en 2008 jusqu'à 2011, voire même 2012. En tout cas, en 2011, pendant les élections présidentielles et législatives, moi, je suis du Bazuélé, dans le territoire d'Ango, les chefs m'ont dit que l'armée ougandaise était là.
L'armée rwandaise est au Congo depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. L'armée, le Rwanda n'a pas intérêt qu'on puisse détruire le FDLR. C'est que les gens à Kinshasa ne comprennent pas. Ils ont intérêt à ce que les FDLR soient toujours là. Ils ont intérêt à créer, à utiliser des Congolais pour créer des mouvements, parce que ça leur permet de dire qu'ils vont poursuivre les FDLR ou des mouvements rebelles rwandais qui vont déstabiliser le Rwanda. Ils vont le poursuivre jusqu'au Congo. Et en même temps, ils en profitent pour s'implanter et pour piller. La prospérité du Rwanda, tout le monde connaît l'économie du Rwanda. Si aujourd'hui le Rwanda est prospère, ce n'est pas les ressources de notre pays. Ils fabriquent même les téléphones. Alors, les autres pays de l'Afrique de l'Est. Vous savez, j'ai voyagé dans certains de ces pays. Ces pays sont un peu... ils envient le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont vu comment, quand l'Ouganda exporte à peu près des kilos et des kilos, des tonnes d'or, quand le Rwanda crée une usine, il exporte de l'or, il transforme, il exporte de l'or, mais il n'est pas producteur. Quand il exporte du coltan, il n'est pas producteur. Alors les gens se disent, les autres voisins se disent, ah, mais ces gens-là, les Congolais, sont des bougnoules. Mais pourquoi nous, on n'entrerait pas dans le jeu pour profiter, nous aussi, de cette manne congolaise? Donc il ne faut pas croire que les gens viennent ici pour nous aider. Ils viennent aussi pour profiter. On a vu comment, du temps de Laurent Kabila, comment la Namibie, comment les Zimbabwe ont profité du Congo. Ça, c'est connu. Ils ont amené de bois, ils ont amené des cuivres, ils ont amené des diamants, et ainsi de suite. Donc, si les Sud-Soudanais viennent, mais les Sud-Soudanais, qu'est-ce qu'il y a au Sud-Soudan? Ils ont des problèmes, ils n'arrivent même pas à se gérer. Ils n'arrivent même pas à se gérer. Les Kenyans, c'est bien. Mais les Kenyans voient comment les gens, les Rwandais vont investir là-bas, au Kenya, les Ougandais investissent, les Congolais investissent. Donc, il y a de l'aubaine dans ces pays-là. Et tout le monde peut aller prendre ce qu'il peut prendre. Donc, je pense que nous devons ouvrir les yeux. Le président doit ouvrir les yeux. Le gouvernement doit ouvrir les yeux. On ne doit pas continuer comme ça à se faire harakiri nous-mêmes en faisant venir des étrangers qui finalement viennent chez nous, connaissent nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux demain? Sinon nous avaler, parce qu'ils connaissent nos faiblesses. Pour vous, professeur, ce n'est pas la solution au problème. Ça ne peut pas être la solution. Ça ne peut pas être la solution. Le Congo a 100 millions d'habitants. Le Congo a des ressources parce que quand tu circules dans la ville de Kinshasa, tu vois tous ces immeubles qui se construisent. À la Gombe, dans toutes les communes pratiquement. D'où vient l'argent? Vous croyez que c'est avec les salaires? Non. C'est de l'argent qu'on détourne. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Quand vous avez appris qu'il y a des Congolais qui sont des milliardaires, quand la Gécamine a été détruite pratiquement, mais ça a profité à quelques personnes. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Cet argent, au lieu qu'il profite à quelques personnes, il peut profiter au pays. Nous pouvons lever une armée de 200 000, de 300 000 hommes pour pouvoir défendre notre pays, au lieu de continuer à dépendre des autres. Voilà, professeur. Alors, un mot par rapport à l'état de siège qui a été décrété il y a de cela une année, je crois, et un mois ou 2 mois. Quel résultat? Il y a eu mutualisation des dons pendant l'état de siège. Est-ce qu'on doit continuer avec cet état de siège, puisque jusqu'à aujourd'hui, il est de rigueur, hein? Mais l'unique réponse que je puisse donner à votre question,
c'est de rappeler ici les sentiments des populations du Nord Kivu et celui des populations de l'Ituri. Ils n'en veulent plus. Ni à Ituri, ni dans le Nord Kivu, on ne veut plus de l'état de siège. Parce que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est dégradée. Donc je crois qu'il faut que le président tire les leçons. Parce que les populations ont parlé. Les députés de l'Ituri l'ont fait. Les députés du Nord Kivu ont fait. La population elle-même. Vous avez vu la réaction de la population à Goma? Ça montre que les gens en ont véritablement marre et qu'il faudrait qu'on mette fin, qu'on s'organise autrement pour cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà, professeur. Alors, par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, vous avez suivi ici à Kinshasa des jeunes qui sont à la recherche des gens au visage rwandophone et tout ça. Même à l'est du pays, nous avons vu quand même l'attitude de la population face à ce qui se passe. Selon vous, quelle attitude doit avoir le Congolais en ce moment ici? Bon, je pense que le rôle du gouvernement, c'est d'encadrer la population congolaise. Nous n'avons jamais été des génocidaires. Les Congolais n'ont jamais participé au génocide du Rwanda. Les Rwandais se sont entretués entre eux. Les Hutus ont tué les Tutsis ont tué les Hutus. Et nous, au contraire, nous avons été des victimes de ces génocides. Nous avons des millions de morts. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et le gouvernement doit pouvoir encadrer la population pour que la population ne se livre pas à des actes qui deviennent incontrôlables. Si nous avons des problèmes avec le gouvernement du Rwanda, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Avec les Rwandais. Je crois que dans tous les pays, à un certain moment, le Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Le Congo-Brazzaville, il y avait beaucoup de Congolais de Kinshasa qui étaient là-bas comme des irréguliers. Ils ont été refoulés. Ceux qui étaient considérés comme irréguliers. L'Angola a fait de même. Il appartient au gouvernement de procéder à l'identité du Congo de manière irrégulière. Ceux-là, on le renvoie dans leur pays. Mais on n'a pas à les tuer, on n'a pas à les brutaliser, et ainsi de suite. Là, c'est contre le droit international, c'est même de l'inhumanité. Nous ne pouvons pas le faire. Il appartient au gouvernement de protéger toutes les populations qui se trouvent sur le territoire congolais. Population congolaise, population africaine qui sont sur le territoire congolais, population asiatique, population européenne, mais ça c'est le devoir du gouvernement de le protéger. On ne peut pas livrer comme ça des populations en provenance du Rwanda à la vindicte populaire. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'attitude du Congolais aujourd'hui? Bon, l'attitude du Congolais, il faut la comprendre. Mais au-dessus... Quelle attitude doit avoir le Congolais? Voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il doit encadrer le Congolais. Il doit avoir une pédagogie pour expliquer aux Congolais qu'il n'y a pas un problème entre la population congolaise et la population rwandaise. Pourquoi on ne communique pas beaucoup? Vous avez été directeur de cabinet, on profite de l'expérience. Est-ce que, parce que très souvent, on le dit, même à l'Assemblée nationale, vous avez été au Sénat, on dit sur des questions sécuritaires, ça doit être des plénières à huis clos. Pourquoi on ne communique pas aussi sur ces problèmes de sécurité, comme on le voit en Ukraine, les présidents ukrainiens qui communiquent régulièrement sur la situation sur terrain? Bon, ça, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais ça dépend de celui qui a le pouvoir. C'est le président de la République qui est le responsable de toutes les institutions. La Constitution lui en donne le pouvoir. C'est à lui, c'est à travers son gouvernement de pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe. C'est à eux de faire de la pédagogie
pour éviter qu'il y ait de la confusion dans la tête de citoyens. Parce que les citoyens, la masse ne réfléchit pas. La masse ne réfléchit pas. Il faut justement éviter que la masse cherche à se faire justice. Il faut anticiper. Donc, il faut communiquer. Pourquoi le Parlement, pour certaines questions, tient des séances à huis clos? Ça, c'est un peu normal dans tous les parlements. Ça dépend des sujets qui sont débattus. Ça, des sujets qui sont débattus. Vous n'allez pas en plénière du Sénat ou de l'Assemblée nationale commencer à dire, voilà, nos militaires vont quitter tel coin pour aller à tel coin et ils vont prendre tel avion, ils vont prendre tel bateau, ou par exemple, ils sont équipés de tel type d'armes et ainsi de suite. Non. Ce type de débat, on ne peut pas le faire en public. Si on doit faire ce type de débat, ça ne peut être qu'à huis clos. Mais si on doit parler de l'armée, de la manière dont l'armée doit défendre le pays, de la manière dont l'armée a besoin de moyens pour se donner la force nécessaire de défendre le pays, ça, ce n'est pas un débat qui doit se faire à huis clos. C'est un débat public. Il faut que le peuple congolais sache que l'armée a reçu le moyen pour assurer sa mission, où l'armée n'a pas reçu les moyens. Tout comme on parlait de l'agriculture, on parlait de l'enseignement, on parlait par exemple de l'environnement. C'est normal qu'on puisse parler de l'armée. Mais quand il s'agit de quelques questions délicates, des questions hautement stratégiques, ça c'est normal, dans tous les parlements du monde, ce sont des questions qui se traitent à huis clos. Alors quel est le rôle du Parlement aujourd'hui? On voit ce qui se passe à l'Est. Quel est le rôle du Parlement? Quel est le rôle des parlementaires, députés et sénateurs? Bon, écoutez, le Parlement, il faut aller voir la Constitution. Le Parlement n'a que deux missions. Élaborer les lois et contrôler le gouvernement et les services publics. Dans le cadre de cette deuxième mission, disons de la première, élaborer les lois, le Parlement peut exiger tous les accords signés entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Ça, c'est son droit. Ah bon? Il peut exiger. En 2012, l'accord avec le CNDP a été signé en 2009. C'était Mouzito qui était Premier ministre. Il ne nous a jamais donné. Mais quand Matata est arrivé en 2012, au Sénat, il est venu en juillet 2012 pour un dossier, je ne me rappelle plus lequel. Nous avons exigé, et Matata a fait déposer 2 ou 3 jours plus tard l'accord entre le CNDP et le gouvernement. Et c'est d'ailleurs en décembre 2012, je me suis saisi de cet accord pour montrer les graves fautes que le gouvernement congolais a commises. C'était dans une séance publique, dans ma conclusion à la question orale avec débat que j'avais adressée au Premier ministre Matata. Matata n'est pas venu au Sénat. Il a envoyé 3 de ses ministres, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense. C'est à cette occasion-là que j'ai analysé, décortiqué l'accord pour montrer les insuffisances de cet accord-là. Parce qu'un des ministres disait que c'était un bel accord. Je lui ai démontré que c'était faux. Je lui ai démontré que c'était faux. Quelle est l'une de cet accord-là, professeur? Mais c'est l'accord qui a fait, par exemple, je disais tout à l'heure, que le CNDP soit déployé. Pourquoi a-t-on accepté? Dans quel pays peut-on accepter qu'un groupe qui était rebelle, on lui cède le contrôle de la frontière? Un groupe rebelle. Et vous savez qui est derrière ces groupes? Voilà. Voilà. En tout cas, cette question de l'Est est vraiment complexe. Vraiment complexe. Quelle solution pour finir avant de parler de notre héros national Lumumba? Quelle solution pour l'Est? La diplomatie, les FARDC, est-ce qu'ils sont capables de protéger le territoire congolais?
où on doit demander à la communauté internationale d'arbitrer sur ce problème entre nous, le Rwanda et l'Ouganda? Il y a un principe qui est mondialement connu. Qui veut la paix prépare la guerre. Si vous commencez par mettre la diplomatie avant, on vous fait avaler tous les couleuvres. Le Congo doit s'organiser comme État. J'ai toujours insisté pour dire le président, le gouvernement parle de l'état de droit. Mais c'est quoi l'état de droit? Sans État. Un État doit avoir une armée, son armée, doit avoir sa police, doit être présent, doit avoir ses administrateurs de territoire, ses chefs, doit faire fonctionner un service d'état civil, doit avoir un passeport qu'il contrôle. Or, aujourd'hui, nous ne contrôlons rien de tout ce que je viens de citer. C'est ça l'État. Il faut d'abord un État. Les gens vont nous respecter. Si nous mettons avant la diplomatie, c'est fini pour vous, pour nous. Les générations futures ne trouveront rien. Ne trouveront rien. Donc, nous savons que nous avons des ressources et que la plupart de nos voisins n'ont pas. Dans le monde, celui qui est plus fort va essayer de prendre chez le plus faible. C'est même dit dans la Bible, non? C'est même dit dans la Bible. Donc, c'est à nous de nous organiser en conséquence pour que nous soyons à mesure de défendre nos 10 000 kilomètres de frontières. Les voisins vont nous respecter et nous allons coopérer avec eux, mais d'égal à égal. On ne doit pas, le chef de l'État du Congo ne doit pas traiter avec ses voisins d'inférieur à supérieur. Non. Et pour traiter d'égal à égal, il faut avoir une armée, il faut avoir une organisation. Or, les gens connaissent nos faiblesses. Voilà, je rappelle que nous recevons le professeur Florentin Mokonda Bonza. Il est président du parti Convention des démocrates chrétiens, sénateur honoraire, ancien directeur de cabinet de feu Mobutu Sese Seko. On va parler de Patrice Emery Lumumba. La Belgique a restitué la dent de notre héros national. D'ailleurs, il y a des cérémonies qui se font présentement au Sankourou. Comment vous jugez cette démarche de la Belgique de restituer d'abord les faits culturels et puis la dent de feu Lumumba? Merci beaucoup pour cette question. Quand Lumumba est mort, j'avais 12 ans. J'étais en première année des humanités, en janvier 61. Mais Lumumba fut un homme connu, je suis de la province orientale. C'était donc le grand leader politique de la province orientale. En ce moment-là, nous ne savions pas comment Lumumba était tué. Mais plus tard, je crois que j'étais déjà professeur d'université, un monsieur, Jacques Brassine, a fait une thèse de doctorat, je crois, à l'Université libre de Bruxelles, ou à Louvain, je ne me rappelle plus. Et dans sa thèse de doctorat, que j'avais lue, pas la thèse directement, mais il avait transformé la thèse en ouvrage. Et l'ouvrage, il a écrit avec un journaliste qui s'appelait M. de Kestergat, si mes souvenirs sont bons. C'est dans cet ouvrage-là que j'ai trouvé les conditions dans lesquelles Lumumba avait été tué. Comment il est arrivé à Elisabethville, comment, je ne vais pas citer de noms de personnes, comment les responsables du Katanga de l'époque sont allés le voir dans une maison qui se trouvait pas très très loin de l'aéroport de Louano, et comment l'un de ces responsables là-bas l'a même poignardé. Tout ça c'est écrit dans ces livres. Et comment dans la soirée on a amené Lumumba
et ses deux compagnons d'infortune, Okito et Mpolo, on les a amenés sur la route de Likasi et Kolwezi, à plus ou moins une dizaine de kilomètres de Lubumbashi, et comment ils ont été attachés à des arbres et abattus. Qui a tiré? Il n'y avait aucun noir. C'était des militaires belges. Parce que Lumumba est mort pendant que ce sont les Belges qui tenaient l'État indépendant du Katanga. Le chef de l'armée, c'était un Belge. Il y avait un chef congolais katangais de la gendarmerie katangaise, mais c'était juste pour amuser la galerie. Mais le vrai chef de l'armée, c'était un officier belge. Beaucoup d'officiers belges qui étaient ici à Léopoldville étaient partis là-bas. En ce moment-là, les Belges avaient même nommé un ambassadeur qui s'appelait D'Aspremont, le comte d'Aspremont-Linden. Et donc, quand les trois ont été tués, on les a enterrés sur place, comme c'était la nuit. Mais après, je crois 1 ou 2 jours plus tard, ils vont revenir. Ah non, mais si on découvre qu'ils ont été enterrés là-bas, donc voilà. Ils vont aller exhumer les corps. Ils vont les amener, ils vont découper les corps, et il n'y avait aucun noir. C'était les Belges qui le faisaient. Et c'est comme ça que ces gendarmes belges vont prendre, si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas une dent, c'était 2 ou 3 dents. Ah bon? Si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai lu cet ouvrage-là, je l'avais, mais je l'ai perdu. Il avait 2 ou 3 dents. Dans la mort de